Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce nouveau rendez-vous expert moniteur juriste consacré à l'actualité du droit de l'environnement en compagnie du cabinet Hugues Lepage Avocat. Nous avons choisi de consacrer ce webinaire à la loi dite Climat et Résilience parue le 22 août dernier et à son impact dans les domaines de la construction, de l'urbanisme et de l'aménagement. Maître Christian Huguelot, Roxane Bégel vont nous présenter un panorama général des grandes orientations du droit de l'environnement, puis un regard sur le droit de la construction et enfin un regard sur le droit de l'urbanisme et de l'aménagement. Vous aurez l'occasion de poser vos questions tout au long du webinaire en suivant la procédure qui va vous être indiquée à l'écran. Nos experts feront ensuite une sélection et y répondront à la fin de leur intervention. Maître Huguelot, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour explorer avec nous une partie de cette loi climat-résilience qui fait plus de 300 articles. Heureusement, le sujet a été cadré, mais ce qui est important, effectivement, c'est de comprendre l'esprit et la direction de cette loi. Il faut bien comprendre quelque chose de simple, c'est que nous ne sommes plus, comme dans le code de l'environnement classique, dans le droit de la protection de la nature, le droit des pollutions, nous sommes dans le droit climatique, c'est-à-dire un droit dans lequel il faut rechercher l'adaptation et, si possible, l'atténuation des effets des modifications du climat. À cet égard, nous ne sommes plus dans le doute ou dans la conjecture, puisque, vous le savez, le GIEC, dans un premier rapport du 9 août, a effectivement mis en lumière que les dégradations et les difficultés liées à l'évolution du climat, donc, sont actuellement en accélération. Et d'ailleurs, notre secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, a dit quelque chose de très important et grave. D'ailleurs, il dit attention, maintenant, le rouge est mis. Donc, il appartient au droit de répondre aux faits. Les faits gouvernent le droit et le droit doit être utile à tous et à chacun. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe actuellement? D'abord, en dehors de cette alerte, il y a une forte pression du droit international climatique liée à la jurisprudence et qui vient bouleverser effectivement les programmes. Vous avez ces arrêts du Conseil d'État du 19 novembre et 1er juillet, dit dans l'affaire Grande-Sainte, qui demandent au gouvernement de revoir son programme sur la réduction des objectifs climatiques qui sont largement insuffisants. Qu'est-ce qui se passe surtout? C'est actuellement l'élaboration de ce que j'appelle un code climatique mondial à l'initiative communautaire, à travers le Green Deal que je suis en train d'étudier et de travailler en détail. Vous avez un programme extraordinaire de révision des directives, d'objectifs zéro pollution, enfin une révolution absolument extraordinaire, et notamment dans le domaine des investissements grâce à ce qu'on appelle la taxonomie. Et en fait, pour nous, d'où vient cette loi et quelle est notre réaction française sur ce sujet-là? C'était l'idée de traduire les travaux de la Convention citoyenne pour le climat qui regroupait, comme vous le savez, 150 personnes venues de milieux très différents et qui ont établi un véritable cahier des charges. Ce qui d'ailleurs n'a pas beaucoup plu aux élus, de façon qu'ils se sentaient mis en concurrence, et ce qui fait qu'il y a eu des arbitrages et que cette loi climat-résilience ne traduit pas exactement ce que souhaitait cette assemblée de citoyens qui ont fait une proposition et qui est un peu dérogatoire, effectivement, à la façon dont sont élaborées nos lois. Alors, nous sommes effectivement dans un droit très élargi qui doit toucher toutes les matières. C'est extraordinaire, cette loi de plus de 300 articles touche l'artificialisation des sols, dont on reparlera bien entendu, la sobriété foncière, le droit alimentaire, le droit de la commande publique, le verdissement de la commande publique, le droit de l'énergie, comme le droit pénal de l'environnement. Alors, devant cette abondance de biens, il faut être raisonnable et serrer les questions qui nous intéressent le plus. Ce sera d'un côté le droit de la construction vu par la loi climat-résilience. J'ajoute au passage que le mot résilience, c'est cette capacité d'un objet à reprendre la forme lorsqu'il a subi une agression extérieure. Donc, il y a une idée, effectivement, à la fois de souplesse et d'adaptation
au phénomène et qui est tout à fait intéressante à travers cette loi, qui a un but, nous permettre de continuer nos activités économiques, financières et de développement dans les meilleures conditions possibles. Alors, je vais passer la parole d'abord à Théophile Béchel, qui va nous parler de la construction, le droit de la construction, et ensuite ce sera Roxane Sageloni pour l'urbanisme et l'aménagement, en vous remerciant de votre attention. Bonjour à tous, merci Monsieur Hublot. Alors effectivement, le droit de la construction est un secteur dans lequel les parlementaires ont fixé particulièrement leur attention dans le cadre de cette politique de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique, puisque on le rappellera, l'objectif de la loi énergie-climat 2019 fixe l'objectif d'atteindre une neutralité carbone en 2050 pour répondre à l'urgence climatique. Et le même article L100-4 du Code de l'énergie prévoit une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030. Ça a été rappelé également par M. Hublot, les deux arrêts du Conseil d'État et le dernier du 1er juillet 2021 dans l'affaire dite Grande Sainte a relevé l'insuffisance de la politique nationale puisque sur la seule période 2015-2018, à titre d'exemple, on était arrivé à une baisse des émissions annuelles de l'ordre de moins de 1% d'émissions de gaz à effet de serre par an, alors que la stratégie nationale bas carbone, elle, fixait un objectif qui était plus de 2 fois supérieur, c'est-à-dire une baisse d'émissions qui était attendue de moins 2,2% par an. Le secteur du bâtiment est donc essentiel pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, puisque le secteur du bâtiment est responsable de 36% des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne et de 28% en France. C'est également un enjeu déterminant en matière de diminution de consommation énergétique, et on sait que les objectifs de diminution de consommation énergétique et de promotion du renouvelable sont interdépendants avec la politique de lutte contre le changement climatique, puisque 47% de l'énergie finale consommée en France en 2016 est liée au secteur des bâtiments, du bâtiment, pardon. Donc la loi 2021-1104 du 22 août 2021, qui fait aujourd'hui l'objet de notre présentation, prévoit de nombreuses modifications, de nombreuses avancées dans le domaine du droit de la construction. Premièrement, s'agissant du diagnostic de performance énergétique, qui a vu son régime modifié par plusieurs arrêtés de 2020 et de 2021, on a une consécration dans cette loi de 2021 de la nouvelle définition du diagnostic de performance énergétique, du DPE, puisque maintenant il y a l'intégration d'une composante climatique dans le calcul des étiquettes du DPE. Pour rappel, c'est un DPE en classe A, et c'est lorsqu'il est extrêmement performant, et classé G lorsque le bâtiment est extrêmement peu performant. Donc désormais, on ne se basera plus uniquement sur la consommation d'énergie primaire en kilowatts mètre carré par an, mais également sur les émissions de gaz à effet de serre produites à l'utilisation de ce bâtiment en kilos CO2 par mètre carré par an. Une deuxième avancée du Code de la construction et de l'habitation, l'article 126-26-1 prévoit que désormais le DPE devra préciser la quantité d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables dans les bâtiments à usage d'habitation. Donc là encore, c'est pour mieux connaître le développement des énergies renouvelables, puisqu'on l'indiquait, la promotion des énergies renouvelables fait aussi partie de nos obligations à l'échelle de l'Union européenne aux échelons 2030 et 2050. Et donc, il y a la volonté d'avoir une meilleure connaissance du développement des énergies renouvelables, puisque on l'a vu également dans le contentieux Grande Sainte, l'une
l'une des grosses difficultés pour le gouvernement de répondre aux enjeux climatiques et de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, c'est l'insuffisance des dispositifs de suivi sur les évolutions attendues en matière de lutte contre le changement climatique. On y reviendra. Deuxième chose, les logements énergivores et les passoires thermiques. Alors, pour rappel, les passoires thermiques sont communément qualifiés les logements dont la consommation énergétique primaire est supérieure à 330 kWh par mètre carré par an. Et le plan de rénovation des bâtiments, le PREB du 31 octobre 2018, prévoit un objectif, l'objectif prioritaire de l'État, de faire disparaître d'ici 2025 les 7 à 8 millions de passoires thermiques existantes sur le territoire national et un objectif de permettre la rénovation de 500 000 logements par an. Deux outils qui permettront, en tout cas qui tendent à favoriser la réalisation de cet objectif dans la loi 2021. La première, c'est une interdiction de location. Les propriétaires bailleurs de logements qui sont énergivores ne pourront plus louer leurs biens. Donc tous les logements classés G ne pourront plus à partir de 2025 louer leurs biens. À partir de 2028 pour les logements classés F, c'est-à-dire très peu performants, et E, à partir de 2034, les logements peu performants. Une deuxième nouveauté, c'est l'interdiction d'augmenter le loyer. Donc pour les propriétaires bailleurs de logements classés F et G, très peu performants et extrêmement peu performants, ils ne pourront plus, à partir de 2023, augmenter le montant de leur loyer. Donc, à nouveau, une incitation pour un développement du parc immobilier et une disparition, l'objectif de faire disparaître d'ici 2025 ces logements énergivores. Une autre avancée majeure sur les logements dits énergivores ou passoires thermiques, c'est cette fois-ci la modification du contenu du rapport biannuel que le gouvernement doit remettre au Parlement, donc tous les 2 ans, sur la situation du logement en France. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rapport? C'est un rapport dont la remise est prévue par l'article L300-3 du Code de la construction et de l'habitation et qui, jusqu'à maintenant, ne faisait état que d'informations permettant de connaître la situation du logement social en France. C'est-à-dire c'était des informations qui étaient avant tout relatives au nombre de logements sociaux en France et au développement de ce type de parc de logements sur le territoire national. Il y a l'ajout par cette loi de 2021, l'ajout d'un nouveau critère, c'est le 7e alinéa de cet article, et qui prévoit que le rapport biannuel devra désormais comporter des données sur le nombre de rénovations énergétiques effectuées chaque année, notamment le nombre de rénovations performantes. Alors, pourquoi c'est important? Une mission d'information parlementaire sur la rénovation thermique des bâtiments avait été constituée auprès de l'Assemblée nationale et a rendu un rapport d'information en date du 10 février 2021 qui relevait que l'un des principaux obstacles au développement des rénovations thermiques des logements et de l'objectif de réaliser 500 000 logements, de rénover 500 000 logements par an et de lutte contre les passoires thermiques. L'un des principaux obstacles, c'est l'absence de connaissances exactes du nombre de passoires thermiques qui existent en France. Je vous ai dit en introduction que le plan de rénovation des bâtiments de 2018 fixait une disparition d'ici 2025 des 7 à 8 millions de passoires thermiques existantes en France. En fait, on s'est rendu compte, et notamment c'était relevé dans ce rapport d'information, que c'est pas 7 à 8 millions de logements qui correspondent à des passoires thermiques en France, mais 4,8 millions de logements. Et sur le rythme annuel de logements qui font l'objet de rénovation, on a aussi une insuffisance des données. Et le plan de rénovation des bâtiments d'octobre 2018 a proposé la création d'un observatoire national de la rénovation énergétique pour connaître précisément combien de logements étaient rénovés chaque année.
mais le rapport d'information parlementaire relève que cet observatoire n'est composé à l'heure actuelle, en tout cas en 2020 et en début de 2021, que de 2 personnes et donc ne disposait que de moyens trop réduits pour permettre une connaissance affinée et précise du nombre de rénovations énergétiques qui sont effectuées sur les logements chaque année. Donc, cette disposition est vraiment encourageante puisqu'elle obligera le gouvernement à remettre au Parlement un rapport qui permettra de connaître le nombre de rénovations énergétiques, mais encore faudra-t-il que des moyens humains et des moyens financiers soient mis à disposition des personnes qui rédigeront ce rapport pour connaître vraiment le nombre de rénovations qui sont effectuées chaque année. Des nouveaux droits et obligations à l'égard des propriétaires, des locataires et des bailleurs sont également prévus dans cette loi de 2021. Il y a une obligation de transparence qui est accrue. L'amende administrative pour les non-professionnels en cas de non-respect de l'obligation d'information au sujet du classement du bien de 3 000 € est créée par cette loi 2021. Donc, c'est une évolution législative qui était attendue puisque jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait une amende administrative qui était prévue que dans le cadre du non-respect de cette obligation que pour les professionnels. Donc maintenant, il y a l'obligation pour les non-professionnels d'informer préalablement à toute vente les performances énergétiques du bien qui est vendu, ce qui est non seulement d'autant plus bienvenu que les transactions non intermédiées, donc non réalisées par des professionnels, constituent plus de 2/3 du parc de logements actuellement. Donc ça permet vraiment une uniformisation du régime dissuasif de sanctions en cas de non-information sur les DPE. Il y a la création de ce qu'on appelle les audits énergétiques obligatoires. Alors les audits énergétiques obligatoires, c'est dans le Code de la construction et de l'habitation, dans l'article 126-28-1, qui prévoit que lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou des parties de bâtiments à usage d'habitation, il y a l'obligation pour le propriétaire de faire réaliser en amont un audit énergétique par un professionnel pour les classements appartenant aux classes G, F, E et D à des horizons divers, donc 2022, 2025 pour les bâtiments E et 2034 pour les bâtiments D. Alors, cet audit énergétique, il doit formuler une proposition de travaux permettant d'atteindre une rénovation énergétique performante et selon un coût qui ne doit pas être disproportionné par rapport à la valeur du bien. Là encore, le contenu précis de cet audit sera défini par arrêté réglementaire, donc on ne connaît pas exactement les critères qui devront figurer, mais d'ores et déjà, la loi prévoit que lorsqu'il existe des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou que le coût apparaît disproportionné, il peut y avoir des dérogations, des exceptions à cet audit énergétique obligatoire. S'agissant de la copropriété, du régime des immeubles en copropriété, la loi de 2021 modifie également cette fois-ci la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui prévoit l'obligation de réaliser un plan pluriannuel de travaux au sein des copropriétés qui devra comprendre une liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble et à la réalisation d'économies d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est encore une fois une liste de travaux qui doit être réalisée suivant une estimation du niveau de performance qui peut être atteint et une estimation du coût des travaux et de leur hiérarchisation. Dernière évolution s'agissant des nouveaux droits et obligations des propriétaires, l'évolutivité des logements. La loi impose désormais au maître d'ouvrage, préalablement à la réalisation de travaux de construction ou de démolition d'un bâtiment, la réalisation d'une étude qui porte le nom d'étude du potentiel de changement de destination et d'évolution du bâtiment, y compris par surélévation. Donc c'est une obligation qui est portée à la charge du maître d'ouvrage
envisager, avant tout travaux de démolition, la possibilité de réemployer un bâtiment. Donc c'est une obligation qui s'inscrit non seulement dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, puisqu'il y a une volonté de lutter contre l'artificialisation des sols, c'est-à-dire qu'on va essayer d'envisager, avant d'étendre la surface de plancher d'un bâtiment, de surélever ce bâtiment et donc de créer en hauteur, et la lutte contre la création de déchets de bâtiments, donc dans un esprit d'économie circulaire, puisque avant de démolir, on doit envisager obligatoirement la possibilité de réemployer l'existant. Il y a également la prise en compte dans cette loi de 2021 des performances énergétiques et environnementales qui peuvent être utilisées dans le cadre d'une autorisation d'urbanisme. C'est l'article L171-4 du Code de la construction et de l'habitation qui prévoit l'obligation d'intégrer un système de production d'énergie renouvelable ou un système de végétalisation pour les constructions, les extensions et les rénovations lourdes, c'est-à-dire soit les bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, entrepôt et hangar et parcs de stationnement lorsqu'il y a une création de plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol, soit lorsqu'il s'agit de bâtiments à usage de bureau, lorsqu'il y a une création de plus de 1000 mètres carrés d'emprise au sol. Alors, c'est des dispositions extrêmement intéressantes puisque on a un double objectif avec ces obligations. C'est non seulement de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, puisque la production d'énergie renouvelable, on sait, favorise cet objectif, mais également le système de végétalisation, donc de toiture végétalisée, permet de capter le CO2 et permet également de s'adapter au changement climatique. Donc c'est le double objectif, c'est la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et c'est l'adaptation au changement climatique. C'est cette double politique qui a été rappelée en introduction par Monsieur Huglot et qui est assise par ces dispositions, puisque la végétalisation en ville, on sait, c'est une des principales mesures qui permet de lutter contre les îlots de chaleur urbains. Donc il y a vraiment ce double objectif. Et si on prend également l'exemple de la création de systèmes de production d'énergie renouvelable en toiture de ces surfaces, par exemple par des panneaux solaires, il y a également la possibilité de développer d'autres secteurs de la politique de lutte contre le changement climatique, puisque si on prend l'exemple d'un parc de stationnement, dès lors qu'il y a une création de plus de 500 mètres d'emprise au sol d'un parc de stationnement, si on crée en toiture une ombrière qui permet d'installer des panneaux solaires, alors il y a la possibilité d'utiliser en réseau l'électricité produite par ces panneaux solaires pour permettre aux usagers de ces parcs de stationnement de recharger la batterie de leur véhicule électrique. Donc c'est encore une fois une mesure qui permettra d'encourager le développement du parc de véhicules électriques sur le territoire national, puisqu'on sait que là aussi, on est en retard avec les objectifs qui ont été fixés à horizon 2030. Et c'est aussi une mesure qui permet de lutter contre l'utilisation abusive, par exemple, des systèmes de climatisation, puisque si on laisse sa voiture sur un parc de stationnement où il existe une ombrière, on peut récupérer le véhicule sans avoir besoin d'utiliser de manière abusive son système de climatisation. Dernière chose, c'est que il existe une possibilité de déroger à cette obligation dans deux cas. Soit s'il existe des contraintes particulières de technique, de sécurité architecturale ou patrimoniale. On pense par exemple patrimonial si on est situé dans un périmètre d'un secteur protégé, il y aura la possibilité de éventuellement déroger à cette obligation. Soit si pour des critères économiques, ces travaux ne peuvent pas être réalisés dans des conditions économiquement acceptables. Là, encore une fois, les critères seront définis par un décret en Conseil d'État. Je passe maintenant la parole à ma consoeur Roxane Sageloli sur la question du droit de l'urbanisme et du droit de l'aménagement. Bonjour à tous. Je vais donc tâcher de vous présenter le plus brièvement possible, on va dire, les dispositions les plus notables
prévues par la loi climat sur ces deux domaines que sont l'urbanisme et l'aménagement, et qui sont finalement principalement regroupées au sein du chapitre 3, qui occupe une place assez importante dans cette loi, donc consacrée à la lutte contre l'artificialisation des sols, sachant, pour donner quand même une idée, on va dire, chiffrée de ce que ça représente, que l'artificialisation progresse aujourd'hui toujours de 8,5% par an, ce qui équivaut finalement à concurrence d'un département français moyen à peu près tous les 10 ans, ce qui est quand même encore notable malgré tous les objectifs précédemment fixés dans ce même domaine. Donc en premier lieu, la loi climat et résilience consacre évidemment et prévoit une programmation de l'objectif zéro artificialisation nette, dont on entend de plus en plus parler depuis le plan biodiversité de 2018. Cela a l'effet donc de diviser par 2 le rythme d'artificialisation des sols sur les 10 prochaines années par rapport au rythme qui a pu être observé sur les 10 années précédentes. Donc on a maintenant un chiffrage, si tant est qu'il soit évidemment tenu, mais on a désormais un chiffrage de cet objectif de zéro artificialisation nette. Un objectif donc qui est intégré dans le code de l'urbanisme, donc à l'article L101-2-1 qui régit les principes d'équilibre urbain, avec désormais, et ça c'est important, une définition de la notion d'artificialisation des sols. Une définition qui se veut fonctionnelle et donc qui est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Donc on s'intéresse véritablement à la fonction du sol. La loi introduit également une définition de l'artificialisation nette, qui sera donc évidemment le solde entre l'artificialisation et la renaturation des sols qui sera constatée sur le périmètre et la période donnée. Un décret en Conseil d'État est attendu sur ce point pour préciser justement les conditions d'appréciation de ces nouvelles notions et surtout prévoir une nomenclature des sols artificialisés en fonction de leur occupation et de leur usage. Et évidemment l'échelle d'appréciation de cette artificialisation des sols, qu'on soit par exemple en milieu urbain ou en milieu naturel ou agricole. La loi intègre également une définition de la notion de friche qu'elle intègre également au code de l'urbanisme et qui désignera tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. On comprend surtout donc des travaux de dépollution, c'est-à-dire que la friche nécessitera véritablement une intervention, un acte, une action pour qu'elle soit considérée comme réhabilitée désormais. Sur cette friche donc désormais bien définie, les projets qui seront situés intégralement donc, sur ces friches pourront désormais bénéficier d'une expérimentation qui, pour l'instant, durera 3 ans. Expérimentation dans le cadre de laquelle le préfet pourra établir un certificat de projet, précisant donc les régimes, les décisions et les procédures applicables au projet. Le certificat de projet précisera également les délais réglementairement prévus pour ces différentes décisions, ou bien un calendrier d'instruction qui viendra se substituer aux délais réglementairement prévus. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant également, c'est que ce certificat de projet aura finalement un petit peu les mêmes effets qu'un certificat d'urbanisme, à savoir qu'il viendra cristalliser les règles d'urbanisme applicables sur cette fiche pendant un délai de 18 mois.
Un décret en Conseil d'État est là encore attendu pour en préciser les conditions d'application. On n'en sait pas plus pour l'instant. Cet objectif donc de zéro artificialisation nette est décliné dans un premier temps au niveau des documents de planification régionale, c'est-à-dire le SRAD, le SDRIF, le PADUC en Corse et les schémas d'aménagement régionaux. Ils devront donc intégrer une trajectoire de limitation de l'artificialisation ainsi qu'un objectif de réduction du rythme d'artificialisation par tranche de 10 ans. Les modifications devront être initiées dans l'année suivant la promulgation de la loi et devront entrer en vigueur dans les 2 ans suivant la promulgation de la loi. Les documents d'urbanisme locaux, à savoir les SCOT et en dessous les PLU, les cartes communales, devront être rendus compatibles lors de leur première révision ou modification. À défaut d'intégration donc de cet objectif ZAN dans ces délais dans les documents de planification régionale, le SCOT dans les 5 ans suivant la promulgation de la loi ou en l'absence de SCOT, le PLU ou la carte communale dans les 6 ans suivant la promulgation de la loi, devront eux-mêmes intégrer l'objectif de diviser par 2 le rythme d'artificialisation des sols sur les 10 prochaines années par rapport toujours au rythme observé sur les 10 années précédentes. Sachant qu'évidemment, à l'échelle du SCOT, ces objectifs seront déclinés par secteur géographique. Là, le législateur a prévu des sanctions, à savoir qu'à l'échelle du SCOT, si donc ces objectifs d'intégration ne sont pas faits dans ces délais-là, les zones à urbaniser ne pourront tout simplement pas l'être. Elles seront verrouillées jusqu'à intégration, évidemment, des objectifs prévus dans les documents en question. Et au niveau des PL communales, aucune autorisation d'urbanisme ne pourra être délivrée dans une zone à urbaniser, toujours pareil, jusqu'à ce que le PLU réponde aux nouveaux contenus prescrits par la loi. On peut également noter que la loi donc imposera à chaque commune ou intercommunalité de rendre et de voter donc en assemblée délibérante un rapport relatif à l'artificialisation des sols sur son territoire. J'anticipe sur d'éventuelles questions. Pour l'heure, le législateur n'a pas prévu de sanctions sur la remise, sur la réalisation de ce rapport relatif à l'artificialisation des sols. Dans un deuxième temps, donc à l'échelle communale et intercommunale, on peut noter donc, dans le cadre du PAD que l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles et forestiers ne sera désormais possible que s'il est justifié au moyen d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d'aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Le PAD devra tenir compte, finalement, dans la réalisation de cette étude, de la capacité à mobiliser effectivement, notamment et surtout, les locaux vacants, c'est-à-dire globalement ceux qui sont sans affectation par leurs propriétaires depuis 3 ans ou plus, à mobiliser donc les friches, évidemment, et les espaces déjà urbanisés. À l'échelle des PLU, toujours, les OAP intégreront désormais un échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation des ZAU, désormais à échéance de 6 ans, en lieu et place des 9 ans qui sont aujourd'hui applicables, et de réalisation des équipements correspondants. On peut noter également des restrictions particulières qui ont été adoptées dans certains territoires, notamment dans les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et dans les communes supérieures à 15 000 habitants, dans lesquelles le règlement du PLU devra définir une part minimale de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable. Également des dispositions particulières dans les collectivités territoriales qui sont concernées par le recul du trait de côte et dont la liste sera là encore fixée par décret en Conseil d'État. Pour l'heure, nous n'en disposons pas.
Donc, dans ces collectivités, une cartographie devra être établie d'ici 2024. Une cartographie donc des zones qui seront impactées à l'horizon 0 à 30 ans, dans lesquelles les constructions nouvelles seront tout simplement interdites, et une cartographie des zones impactées à l'horizon 30 à 100 ans, dans lesquelles les constructions nouvelles ne seront autorisées qu'à condition d'être démolies à terme. Je ne l'ai pas noté, mais on peut également noter dans ces collectivités particulières concernées par le recul du trait de côte, un nouveau droit de préemption sera également mis en place. La loi climat et résilience prévoit également donc des possibilités nouvelles de dérogation au règlement du PLU. Tout d'abord, elle étoffe le champ d'application de ces dérogations en y ajoutant les secteurs de grandes opérations urbaines et les secteurs d'intervention des ORT qui comprennent un centre-ville. Vous avez également une liste supplémentaire de dérogations qui seront possibles, notamment une dérogation supplémentaire de 15% des règles relatives au gabarit pour les constructions. Alors, c'est dit assez vaguement, donc sera certainement assez difficile à apprécier au contentieux, mais pour l'heure, on n'en sait pas plus. Donc, pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d'espaces extérieurs, en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres, sans pouvoir concourir à excéder 50% de dépassement au total. Également des dérogations aux règles de hauteur afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction pour celles qui feront preuve d'exemplarité environnementale. Là encore, on n'en sait pas plus. Un décret est à venir. Une dérogation également à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions pour permettre l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zone urbaine et à urbaniser, avec également un décret en attente. Une dérogation de nouveaux règles de gabarit dans la limite d'une majoration de 30%, ce qui est quand même assez important. Idem pour les obligations en matière de stationnement pour les constructions et travaux qui seront réalisés sur une friche telle que précédemment définie et visant à permettre son réemploi. Enfin, une possible réduction également des obligations en matière de réalisation de stationnement à concurrence d'une place contre l'aménagement d'un espace de stationnement sécurisé pour 6 vélos. La loi climat et résilience comporte également un certain nombre de dispositions visant à l'optimisation de la densité des constructions. À ce titre, en premier lieu, toute action ou opération d'aménagement soumise à évaluation environnementale devra faire l'objet d'une étude sur l'optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée et dont les conclusions seront prises en compte dans l'étude d'impact, puisqu'on parle là d'opérations soumises à évaluation environnementale, donc avec une étude d'impact. Ces dispositions ne seront pas applicables si la première demande d'autorisation faisant l'objet de l'évaluation environnementale a été déposée avant l'entrée en vigueur de la loi. Donc, par définition, ce sera applicable pour toutes les autres. Pour l'heure, il n'y a pas de sanction attachée à ces dispositions, mais un décret en Conseil d'État viendra là encore déterminer les modalités de prise en compte de ces conclusions dans l'étude d'impact. C'est-à-dire que ça pourra très concrètement se traduire ensuite, en termes de contentieux, par des constats d'insuffisance de l'étude d'impact et donc potentiellement illégalité, au moins partielle, de l'autorisation délivrée in fine. Je peux également noter que les grandes opérations urbaines et les AC, si le règlement du PLU le prévoit, pourront déterminer donc une densité minimale de construction, le cas échéant déclinée par secteur. La loi climat et résilience est également intervenue dans le domaine de l'urbanisme commercial. C'est peut-être même une des dispositions dont on a le plus entendu parler. En premier lieu, le document d'aménagement artisanal et commercial, compris dans le document d'orientation et d'objectifs du SCOT, intègre l'activité logistique. Il devient donc le document d'aménagement artisanal, commercial et logistique.
Globalement, il définira les conditions d'implantation, donc des constructions commerciales et des entrepôts logistiques, en fonction de leur surface, de leur impact justement sur l'artificialisation des sols, et au regard notamment du développement du commerce de proximité. Il localisera aussi et surtout les secteurs d'implantation privilégiés de ces équipements logistiques commerciaux. La disposition dont on a évidemment surtout entendu parler dans ce domaine de l'urbanisme commercial, c'est le principe général d'interdiction posé à toute création ou extension de surface commerciale source d'artificialisation des sols tel que défini donc un petit peu plus tôt. Dans ce cadre donc, les autorisations d'exploitation commerciale ne pourront être délivrées qu'à titre dérogatoire pour les projets de création ou d'extension d'un commerce de détail ou d'un ensemble commercial d'une surface de vente inférieure à 10 000 m² au total. Il pourra également être délivrées des dérogations pour les projets d'extension d'une surface de vente qui a déjà atteint ce seuil de 10 000 m² ou qui devra le dépasser avec justement le projet d'extension, mais dans la limite d'une seule extension et sous réserve que cette extension soit elle-même inférieure à 1000 m². La dérogation ne sera en outre accordée que sous réserve que le pétitionnaire démontre, à l'appui de l'analyse d'impact qui est comprise au dossier, que le projet s'insère en continuité avec les espaces urbanisés, dans un secteur au type d'urbanisation adéquat, qu'il répond en outre aux besoins comprenant économiques et démographiques du territoire et qu'il obéit à l'un des 4 critères que je vous ai listés ci-dessous, donc l'insertion dans un secteur d'intervention d'une ORT, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, l'insertion encore dans une opération d'aménagement au sein d'un espace déjà urbanisé afin de favoriser la mixité fonctionnelle. S'il y a compensation donc, par la transformation d'un sol artificialisé en sol non artificialisé, ou enfin, si on vient s'insérer au sein d'un secteur d'implantation périphérique ou d'une centralité urbaine, localisé dans le document d'orientation et d'objectifs du SCOT ou au sein d'une zone d'activité commerciale déjà délimitée dans le règlement du PLU, sachant qu'on parle donc des SCOT et des PLU qui sont entrés en vigueur déjà avant la promulgation de la loi. On peut également noter que les dérogations seront accordées après avis conforme du préfet pour tout projet de surface de vente entre 3 000 m² et 10 000 m². Là encore, un décret en Conseil d'État viendra préciser ces nouvelles dispositions. Enfin, la loi climat et résilience prévoit certaines dispositions relatives au traitement et à la requalification aux besoins forcés des zones d'activité économique, entendues au sens large, ça peut inclure les zones artisanales, etc. Donc tout d'abord, un inventaire des zones d'activité économique devra être réactualisé au minimum tous les 6 ans par les intercommunalités compétentes en matière de développement économique. On peut également noter la création d'une obligation de travaux d'office dans les zones d'activité économique dégradées ou non entretenues qui sont situées dans un périmètre de projet partenarial d'aménagement ou d'ORT, avec in fine certaines sanctions et la possibilité d'enclencher une procédure spécifique d'expropriation. Enfin, le gouvernement est habilité, donc là aussi un point à surveiller, est habilité à légiférer par ordonnance dans les 9 mois courant, donc à compter de la promulgation de la loi, afin de rationaliser les procédures d'autorisation prévues par le Code de l'urbanisme et le Code de l'environnement pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés et dans les périmètres d'ORT, de BOU ou d'OIN, opération d'intérêt national. Donc possiblement de nouvelles mesures encore à attendre dans le cadre d'ordonnances qu'il faudra donc surveiller. Pour conclure très rapidement, avant de repasser la parole à Madame Nicollet pour les questions, nous sommes donc face à une loi qui, comme vous le disiez, Monsieur Blo, est particulièrement ambitieuse
notamment sur le nombre de thématiques qu'elle vient traiter. Concrètement, néanmoins, assez peu effective dans le sens où la plupart des mesures prises, et que je viens par exemple de vous citer, sont encore subordonnées à l'adoption de décrets en Conseil d'État, dont on sait parfois qu'ils se font attendre assez longtemps, en espérant peut-être que le précédent Grande Sainte dont on vous a déjà parlé viendra peut-être permettre de réduire quelque peu ces délais, puisque on reste quand même dans la thématique climatique, où des mesures effectives doivent être prises, étant rappelé que dans cette affaire donc Grande Sainte qui a été jugée là au mois de juillet, le Conseil d'État avait imparti un délai de 9 mois au gouvernement pour prendre ces mesures. Donc voilà, on pourrait espérer un délai à peu près similaire pour l'adoption de certains décrets en Conseil d'État. Pour l'heure, nous n'en savons pas plus. Je vous remercie pour votre attention et repasse donc la parole à Madame Nicolet pour les questions. Merci. Merci, Maître Sageloli. Nous allons en effet maintenant passer à la réponse aux questions qui nous ont été posées durant le webinaire. Donc, je laisse nos experts en prendre connaissance et nous vous répondrons dans quelques instants. Alors, effectivement, comme question concernant l'étude du potentiel de changement de destination, existe-t-il un seuil ou une surface minimale? Alors, l'étude du potentiel de changement de destination, c'est une disposition qui est prévue et qui est inscrite au Code de la construction et de l'habitation à l'article 122-1-1. Et cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'application du présent article et notamment prévoit les catégories de bâtiments pour lesquels cette étude de changement de destination devrait être réalisée ainsi que son contenu. Donc, comme vous l'aurez compris, on ne connaît pas encore exactement à quel type de bâtiment et selon quelle surface cette obligation de réaliser une étude du potentiel de changement de destination portera. Il faut là encore attendre le décret en Conseil d'État. Et il faut aussi indiquer que si les décrets d'application des lois prennent très souvent du temps à intervenir, ça a été rappelé dans l'affaire Grande Sainte par le rapporteur public, le gouvernement doit augmenter la cadence pour prendre les décrets d'application des lois qui sont prises en matière d'adaptation au changement climatique. Et dans l'article 2 de l'arrêt du Conseil d'État de Grande Sainte, il a été prévu que le gouvernement devra prendre toute mesure utile pour réaliser ces objectifs en matière d'émissions de gaz de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on peut attendre que dans ce délai de 9 mois, donc qui expirera au mois d'avril prochain, les décrets d'application de cette loi qui sont très attendus pourraient être pris. C'est évidemment pas une garantie ni une certitude, mais en tout cas, ça fera partie de l'objet du contrôle que réalisera le Conseil d'État pour voir si les mesures suffisantes ont été prises par le pouvoir réglementaire. Donc, vraisemblablement, on devrait avoir une réponse à votre question de manière assez rapide par décret en Conseil d'État. Alors moi, juste un point très rapide sur une question qui nous a été posée. Donc, sur les conditions de mise en œuvre de l'étude préalable de densification. Donc, c'est le deuxième alinéa de ce que je comprends du nouvel article L300-1-1 du Code de l'urbanisme, à savoir si elle s'applique au lotissement. Ça dépend. C'est-à-dire qu'elle s'applique, cette obligation, à toute action ou opération d'aménagement qui est soumise à évaluation environnementale. Donc, évidemment, ça peut s'appliquer au lotissement si tant est qu'ils entrent dans la catégorie des opérations soumises à évaluation environnementale. C'est-à-dire que pour y répondre, il faut vous reporter à la nomenclature qui est donc annexée à l'article R122-2 du Code de l'environnement et dans laquelle les lotissements sont généralement concernés par la rubrique 39 de mémoire où vous avez des seuils finalement d'emprise. De mémoire toujours, c'est je crois 40 000 m² d'emprise ou de surface de plancher pour la soumission automatique
et c'est au-delà de 10 000 pour les opérations soumises au cas par cas. Donc, dès que vous entrerez dans ces seuils, vous serez effectivement soumis à cette étude de densification. Alors, une autre question, l'audit énergétique sera-t-il suspensif de la vente? Alors, l'obligation de réaliser effectivement cet audit énergétique en cas de vente d'un bien destiné à l'habitation, qui est prévu par la loi de 2021. Le texte ne précise pas si cet audit sera ou non suspensif de la vente. Donc vraisemblablement, ce sera soit précisé par arrêté, soit ce sera à l'appréciation et l'interprétation de ces dispositions par le juge qui déterminera si l'audit doit ou non être réalisé pour que la vente soit parfaite. Donc c'est évidemment une question qui sera traitée au moment de la mise en application de cette disposition, mais pour lui donner une quelconque force juridique, on peut attendre que effectivement l'audit énergétique soit un élément opposable et qui doit donc intervenir préalablement à la réalisation et la conclusion de la vente. Mais encore une fois, là, il faudra attendre plutôt l'interprétation par le juge de ces dispositions, puisque rien n'est prévu dans le texte actuellement. Alors, je vois également, il nous reste quelques minutes pour regrouper peut-être certaines questions. Déjà une là que j'ai sous les yeux sur les collectivités concernées par le recul du trait de côte. Un décret est-il attendu? Alors oui, pour l'instant, on peut malheureusement pas vous dire. La liste notamment va être fixée par décret. Donc vous saurez prochainement si vous êtes concerné ou pas. Pour l'instant, il n'y a pas de précision. Il n'y a pas de précision dans le texte de loi qui est encore une fois très très vaste. Une autre question également d'une collectivité en charge de l'élaboration de son PLU qui nous demande si elle doit tenir compte de la loi et résilience dès à présent dans le cadre de sa révision en cours. Évidemment, oui, anticiper, et ça vaut pour vous, ça vaut pour n'importe quel aménageur même qui nous écouterait, évidemment anticiper. C'est-à-dire que toutes les études justement sur potentiel de densification, identification des dents creuses, des locaux vacants, etc., etc. C'est maintenant que ça doit être fait, c'est maintenant que vous devez anticiper, que vous devez intégrer, évidemment, délimiter vos zones et urbaniser en fonction, que vous devez intégrer les différentes dispositions d'imperméabilisation, etc., que vous voudriez voir intégrées dans vos règlements. Mais quand bien même vous auriez bénéfice de dispositions transitoires, ça va malgré tout arriver très vite. Si vous êtes en révision, c'est une procédure longue que vous ne réitérerez pas certainement avant un long moment. Donc, c'est évidemment maintenant qu'il faut anticiper. Et je pense de toute façon que les services de l'État, très certainement, vous y inviteront également. On regarde un petit peu d'autres questions. Je pense qu'il y en a un certain nombre auxquels on a déjà répondu dans le corps de l'intervention. Typiquement, les dispositions d'application immédiate pour les plus en cours d'élaboration. Il y en a finalement assez peu puisque vous avez quand même un certain lot de dispositions transitoires. Regardez, je crois de mémoire dans les articles 194, 120, vous avez beaucoup de dispositions transitoires, puis vous les avez en nota sous les articles concernés. Mais encore une fois, le maître mot, ça reste évidemment l'anticipation. Si vous êtes en cours de modification ou de révision, quelle que soit la procédure en question de votre document d'urbanisme, on ne peut que vous inviter à anticiper et à intégrer de vous-même les différentes dispositions de la loi climat et résilience.
Voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Et on vous remercie encore une fois pour votre attention. On va rendre la parole à Madame Nicolet pour conclure, en vous remerciant. À une prochaine fois, très bientôt. Merci encore au cabinet Huglot-Lepage pour cette intervention et merci à vous d'avoir répondu présent pour ce rendez-vous expert. Nous vous proposerons prochainement un webinaire consacré à la séquence Éviter, réduire, compenser, toujours en compagnie du cabinet Huglot-Lepage Avocat, à l'occasion de la sortie de leur livre Éviter, réduire, compenser, apparaître aux éditions du Moniteur, Éviter, réduire, compenser les impacts environnementaux, apparaître aux éditions du Moniteur en novembre prochain. Nous allons vous proposer pour cela un sondage pour savoir si vous souhaitez recevoir une invitation à ce webinaire. Nous vous y attendons nombreux et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Voilà, le sondage s'affiche. Je vais le laisser 1 à 2 minutes encore. Et puis nous clôturons tous ensemble cet excellent rendez-vous expert moniteur juris. Voilà, encore quelques secondes. Voilà, je clôture le sondage et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. À très bientôt. Merci encore à nos intervenants. Au revoir.